Le vrai problème, c'est lui. Dans cette interview choc, Jean-Luc Mélenchon ne mâche pas ses mots, il dénonce Emmanuel Macron comme le cœur du malaise démocratique, social et politique en France. Crise démocratique, usage du 49,3, mépris des mobilisations sociales, dérives autoritaires, politique pro-riche. Mélenchon déroule un acte d'accusation implacable contre un président de plus en plus contesté. Si vous pensez que la France mérite mieux qu'un pouvoir vertical et déconnecté, regardez cette séquence sans filtre. Attention, certaines vérités dérangent. C'est BFM TV. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Ultime interview avant ce second tour des élections législatives et vous aviez un slogan, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Je peux donc dire ce matin que vous êtes le candidat NUPES au poste de Premier ministre. Il y a un duel qui s'est installé véritablement entre Emmanuel Macron et vous, un duel que vous avez installé d'ailleurs. Et ces derniers jours, vous dites chacun l'un de l'autre que le chaos, c'est l'autre. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette visite hier à Kiev. Emmanuel Macron qui y était, il est rentré cette nuit. Plusieurs points d'abord sur le fond. L'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, plus précisément au processus d'adhésion immédiate. Pour lui, c'est oui, et pour vous? Alors, ça mange pas de pain. On peut inscrire, vous savez, la procédure dont il est question, c'est un pays s'inscrit comme candidat à l'adhésion. Donc c'est vraiment le démarrage. Le président Macron lui-même avait dit qu'il y en avait pour au moins une décennie. Alors, dans le moment, c'est une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes, vous voyez, on lâchera pas l'Ukraine, l'Ukraine est des nôtres, et ainsi de suite. Ça, on ne peut qu'approuver. Maintenant, doucement avec les enthousiasmes comme ça, soudain, parce qu'il faut se rendre compte que, pour ma part, je ne voterai aucune nouvelle adhésion à l'Union européenne sans harmonisation sociale. Rendez-vous compte. Compris l'Ukraine, y compris la situation dans laquelle ils sont, ça ne change rien. Non, rien du tout, parce que faire entrer un pays... non, mais attendez, qu'on se comprenne bien, parce que la question que vous m'avez posée, c'est est-ce que je suis d'accord pour qu'il soit inscrit comme candidat à l'adhésion ? C'est exactement la question que je vous ai posée. Je vous réponds oui. Je dis seulement, il faut Mais faire... en même temps, vous dites ça mange pas de pain. Donc oui, si ça leur fait plaisir et si ça peut les rassurer. Il y en a pour des années, c'est un signal qu'on donne à la Russie. Oui à l'adhésion, mais non. Oui à l'adhésion, candidature, non à l'adhésion. Qu'ils soient candidats. Après, leur adhésion ne dépend pas d'eux dans mon esprit. Dans mon esprit, leur adhésion dépend de la réponse que l'Europe fera à l'harmonisation sociale. Je demande qu'on réfléchisse bien au point suivant. Le président a même évoqué la Moldavie. D'accord ? Bien. Aujourd'hui, le salaire minimum ukrainien, c'est 138 €. Le SMIC de Moldavie, c'est 50 €. Si vous voulez organiser une énorme dépression de dumping social, il n'y a qu'à faire ça, faire adhérer les gens sans qu'ils se soient mis au niveau. Le président Macron avait lui-même dit que si on faisait une adhésion immédiate, ce serait faire baisser les standards sociaux d'adhésion. Donc, je tiens à dire cette précision, il ne me coûterait rien de ne pas le faire. Candidature, j'ai bien compris. Candidature, oui. Adhésion en l'état, non. Deuxième point. Adhésion si l'Union européenne doit changer ses méthodes. Et notamment Je crois qu'on dit la même chose. Ben oui, mais si l'Ukraine doit adhérer à l'Union européenne, il faut d'abord qu'on remonte ses standards sociaux. Et une fois que les standards, ce sera une adhésion à ces standards. C'est du travail détaché. Vous ferez venir des Ukrainiens en France qui travailleront pour 138 €. Alors, faut quand même y aller doucement, non? Vous aviez dit d'ailleurs à un moment que les travailleurs détachés venaient manger le pain des travailleurs français. Vous aviez un peu regretté quand même cette phrase. Non, pas du tout. Ça s'est passé il y a environ 10 ans. Au Parlement européen, et j'ai dit que j'étais contre le travail détaché, et j'ai oublié de dire, je vous dis entre guillemets, vous qui dites que les travailleurs étrangers viennent manger le pain des Français, voilà une situation concrète. Alors, pour que tout le monde m'entende bien, notamment dans le bâtiment et les autres métiers de cette nature, nous sommes opposés au travail détaché parce qu'il permet de payer des gens dans des conditions qui font une délocalisation à domicile. On a ouvert plein de tiroirs là, Jean-Luc Mélenchon. On va essayer justement d'aller au bout. Il y avait un deuxième point dans cette visite, c'était l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé notamment qu'il livrerait 6 canons César supplémentaires. Est-ce que vous maintenez votre position de refuser d'envoyer des armes à l'Ukraine? Alors comme ça n'était pas ma position, je n'ai pas de mal à ne pas la maintenir. Il doit y avoir un peu de flou quand même, parce que pour qu'il y ait autant Non, il y a une propagande qui dit que c'est flou. C'est comme sur plein de sujets, on fabrique une caricature et ensuite je suis censé répondre. Ce matin, il n'y aura pas de caricature, vous pouvez répondre précisément. Donc vous n'êtes pas obligé de poser des questions qui ne le sont pas ou qui sont fausses. Nous sommes d'accord tous les deux? Vous étiez pour l'envoi des 6 canons César? J'ai dit depuis le début, et y compris quand les premiers canons César sont arrivés,
que je ne m'exprimerai pas sur l'armement aussi longtemps que j'aurai dans la situation d'être candidat Premier ministre d'un président qui, lui, ne sera pas de mon bord. Nous nous mettrons d'accord, lui et moi, si je suis Premier ministre, pour parler d'une seule voix. Il vient de décider d'y envoyer des canons. Puisque les canons y sont, j'approuve. Je ne prendrai pas le risque de laisser entendre aux Russes que nous sommes divisés entre Français sur ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, je pense que je ne peux pas faire plus clair, mais je demande que l'on cesse de m'interroger sur des positions qui ne sont pas les miennes. Depuis le début, je dis attention à ce que nous faisons pour ne pas être considérés comme des belligérants, ce qui était exactement la même position que la plupart des responsables politiques de ce pays. Je n'ai donc jamais fermé la porte au fait que l'on donne des armes aux Ukrainiens. Mais vous insistez aussi sur le fait, et si je l'entends bien, que dans l'idée d'une cohabitation, puisque c'est évidemment ce qui arriverait si vous arrivez à avoir la majorité et donc à entrer à Matignon, ces aspects-là, c'est-à-dire les aspects de diplomatie, de politique étrangère, vous considérez que ce sera du ressort du président et vous respecterez cette séparation des tâches ? Non. Car la Constitution ne prévoit pas de séparation des tâches. La Constitution donne le pouvoir au Premier ministre sur les questions de défense et sur les questions de politique étrangère. La Constitution donne le chef des armées et le président de la République, et c'est lui qui négocie et signe les traités. Autrement dit, la Constitution donne aux deux des raisons parallèles de s'exprimer sur ces sujets. Ce que j'ai dit, c'est qu'en toute hypothèse, nous parlerions d'une seule voix. Par conséquent, je pense que sur chaque sujet, il faudra trouver, par la discussion, soit un compromis, soit il peut aussi arriver, madame, que nous soyons d'accord tous les deux. Parce que quand il s'agit de l'intérêt de la France, il arrive que souvent les clivages par rapport aux questions étrangères sont moins violents qu'ils n'y paraissent en politique intérieure. Mais il ne faut pas cacher qu'il y a une différence entre lui et moi. Lui est absolument partisan de l'OTAN, pas moi. Eh bien, figurez-vous que si je suis le Premier ministre, ce ne sera pas le premier sujet que je mettrai sur la table. Parce que je n'ai pas intérêt moi-même. Là-dessus, vous mettrez un peu votre mouchoir en vous disant on attend. Ben, je tiendrai compte de la situation. Les Français ont élu un président de la République. Bon, il est élu légitime. Et s'ils élisent par une majorité un Premier ministre, il est légitime aussi. Donc c'est notre rôle, à lui et à moi, de faire preuve de bon sens et de raison, et d'éviter que devant l'étranger, nous apparaissions comme une cohorte confuse. Le timing, le choix de ce déplacement à Kiev, au cœur de la campagne des législatives, vous avez l'air de considérer qu'il y a quand même un argument politique derrière, un sous-entendu politique, un hasard du calendrier auquel vous ne faites pas trop confiance. Non, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un hasard de calendrier. Je pense que certains ont dit il s'enfuit. Non, c'est pas vrai non plus. Je pense juste qu'ils considéraient que l'élection législative était une formalité administrative, et d'ailleurs j'en ai de nombreux échos. Ils pensaient que c'était réglé une fois qu'il aurait gagné, qu'il aurait eu son duel habituel avec Madame Le Pen qui comme d'habitude l'aurait perdu, ce serait une formalité. Et donc il y a plusieurs mois qu'ils ont prévu ce voyage. Alors comme un voyage comme celui-là ne s'annule pas, même s'il avait voulu rester, il pouvait plus. Donc il est parti. Et puis en partant, il a fait une déclaration sur un tarmac, puis sur un deuxième, et nous avons eu un échange à distance. Moi, je lui ai dit, quand il était sur le tarmac en France, c'est bien normal, il est le président, je suis dans l'opposition, c'est normal que je m'exprime et que je le pique. Quand c'était à l'étranger, j'ai trouvé ça un peu inélégant, mais passons, c'est déjà... Il est revenu. Il est revenu, et là, est-ce que vous le piquez à nouveau, ou est-ce que vous considérez malgré tout que, globalement, cet épisode, il est terminé et que vous le respectez? Non, mon souci est que les Russes et M. Poutine n'aillent pas croire que entre Français, il y a une faille. Non, tous les Français, tous les dirigeants politiques français, absolument tous, sans exception, sont contre l'invasion de l'Ukraine et exigent du gouvernement de M. Poutine qu'il retire ses troupes et qu'il cesse ce que on a le droit maintenant de qualifier de crime de guerre, qui est le bombardement de populations civiles qui ne présentent aucun danger militaire sur le terrain et qui sont absolument sans défense. Donc je tiens à ce qu'on entende qu'il n'y a qu'une voix de la France à cette heure, et elle est toute du même côté. C'est bien entendu, Jean-Luc Mélenchon. Vos accusations de calcul biaisé des voix, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y a répondu hier. Il parle d'un complotisme comme un autre.
Oui, c'est Monsieur Darmanin qui est une sorte de personnage très agité. Pourquoi complotiste? Alors dans ce pays, si on critique un ministre, si on discute, c'est du complotisme. L'autre dit que je veux empêcher les gens de couper les bois chez eux. Le troisième m'accuse d'union Ça, c'était Christophe Castaner. Oui, Castaner, qui dit, et le président aussi qui a repris ça, je sais pas pourquoi. Oui, qui dit que si vous êtes élu, on pourra plus couper le bois chez soi. C'est grotesque. Toute une série de journalistes d'ailleurs l'ont dit que ça dépassait les bornes, qu'on pouvait plus discuter si on en était là. Là, par exemple, Monsieur Darmanin ce matin dit que je suis dans le journal Le Parisien. À force de fréquenter Chavez, je ne sais plus, il ne sait pas que Chavez est mort depuis 9 ans. Donc il faut arrêter tout ça. Il parle de vous comme d'un funeste agitateur. Oui, pourquoi pas, il a le droit. Je pourrais moi aussi, j'ai des adjectifs fleuris, j'en ai plein la bouche. Mais regardons bien ce que nous voulions dire. Monsieur Darmanin a d'abord essayé de nous empêcher de nous appeler NUPS et d'être compté comme NUPS. Ensuite, lorsqu'il y a eu les décomptes dimanche soir, comme il lui fallait absolument afficher au minimum l'égalité entre La République En Marche et nous, ils ont commencé à retirer des gens des totaux. Oui ou non, Monsieur Jean-Hugues Ratenon, député France Insoumise, Madame Annick Lebon, députée de GDR, de La Réunion, ont-ils siégé pendant 5 ans sur les bancs de la NUPS? Ils ont été en effet décomptés, ce qui fait que votre total de voix, du coup, passe légèrement derrière le total des voix macronistes. Mais cela dit, je voudrais rebondir quand même sur un mot que vous dites. Sans qu'il y ait de raison. Mais parce que s'il y avait que moi, on pourrait dire, mais vous avez un journal qui n'est pas spécialement des amis de la NUPS, qui est le journal Le Monde, qui fait le même compte. Qui a fait le même compte que vous et qui n'a pas repris les comptes du ministère de l'Intérieur. Alors j'ai donc raison de mettre en cause la manière dont le décompte a été fait. Mais ce n'est pas une question centrale. Je sais pourquoi il le fait depuis le début. Il veut laisser entendre qu'il n'est pas possible que nous gagnions l'élection. Et à vous abonner pour plus de contenu politique et médiatique. À bientôt. Mélenchon met des mots sur ce que des millions de Français ressentent. Macron n'est plus la solution, il est devenu le problème. Cette interview mérite d'être vue, débattue, partagée. C'est un électrochoc pour quiconque s'intéresse à l'état de notre République. Partagez cette vidéo à tous ceux qui veulent comprendre les vraies causes du mal-être français. Commentez pour dire si vous êtes d'accord ou non qu'avec ce constat. Likez si vous pensez que le débat doit revenir au peuple, pas à une poignée de technocrates hors sol. Et surtout, restez mobilisés. L'avenir démocratique de la France est en jeu.